c'est en 2014 vraiment où on se croise. Ça fait 3 ans que je suis séparée du papa des enfants. Donc je suis terriblement seule, je me sens plus très utile. Et du coup, lui, il a besoin de moi. Et c'est ce qui fait qu'on va rapidement nouer une relation amoureuse. Il est attentionné, il est tendre, il est câlin. Mais ça, c'est vraiment que au début. Et malheureusement, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer par la suite. Les violences verbales vont mettre en place cette emprise psychologique que les bourreaux peuvent avoir sur leurs victimes. Et après, petit à petit, se mettent en place les violences physiques. Par exemple, voilà, ils vous demandent de préparer le repas, ce n'est pas chaud, ce n'est pas prêt quand monsieur rentre, ben voilà, vous prenez également des coups. Quand avec ma sœur on entendait les cris et tout, et on allait se réfugier dans soit ma chambre ou soit celle de Laurine, ça dépendait des fois. Et on essayait de pas écouter parce qu'on avait peur qu'il tue notre maman, parce qu'il nous disait souvent qu'il allait tuer notre mère. Du coup nous on avait peur avec Laurine, du coup on se réfugiait ensemble, comme ça à deux on avait moins peur. Je me rends compte que c'est pas forcément une relation normale, mais malheureusement vous êtes tellement conditionné à ne pas vous aimer, vous avez l'impression presque que vous êtes fautive. Il y a cette phrase assez horrible qui dit « Mais tu vois ce que tu me fais faire, c'est toi qui me pousse à bout ». C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, comme le mien et comme dans beaucoup d'autres cas, c'est la victime qui porte le poids de la culpabilité. Vous avez tendance à penser que vous méritez les coups, vous méritez ce qui vous balance en pleine figure, parce que vous ne vous aimez pas. Et puis en 2015, il y a un fait de violence assez important qui dure à peu près 1h30. Donc je suis passée à tabac pour un repas non prêt d'ailleurs. Et il me met d'ailleurs à un moment donné par terre, sur le sol de la cuisine, et je suis à proximité des poubelles. Donc c'est vous dire un petit peu comment il considère la femme, comme un déchet de l'humanité. Et vous, dans votre tête, vous vous sentez comme un déchet. C'est mon premier dépôt de plainte, qui aboutit sur une condamnation de 6 mois. Donc il fait 4 mois. À cette période, moi, je suis hébergée par SOS Femmes. Et donc, j'ai les frais d'hébergement. Je conserve aussi mon logement, donc je paye également mon loyer. Et ça dure 5 mois. Si vous vous absentez plus de 4 mois de votre logement, la CAF est en droit de récupérer les APL versés pendant toute cette période. Et donc, au bout de 4 mois passés, il me réclame mes APL. Donc 5 mois d'APL, c'est une dette de 2 000 € quand même. Donc je lâche mon logement et puis je me retrouve 2 ans sans domicile fixe avec mes 2 enfants à charge, malgré un contingent préfectoral catégorie 1 pour ma demande de logement. Lui, il sort de prison au mois de juin 2015 et à sa sortie, il a un accompagnement, que ce soit en matière de logement, ou que ce soit en matière aussi de recherche d'emploi. C'est-à-dire que les auteurs de faits ont beaucoup plus de droits que la victime elle-même. Et au mois d'octobre, il reprend contact. Et il me dit, la prison, ça m'a aidé, j'ai pris conscience. Il assume. C'est-à-dire que même vis-à-vis de mes proches, que ce soit mon entourage familial, mon entourage amical, il assume ce qu'il a fait. Là, j'ai quelqu'un qui reconnaît, et c'est la première fois que je le vois reconnaître les faits, parce qu'il est toujours habituellement dans un déni. Et du coup, il me paraît sincère. Donc, je me laisse attendrir, et j'y retourne. Donc au début, on a encore une période d'accalmie. J'ai encore quelqu'un qui est gentil, qui est prévenant, qui est attentionné. J'ai vraiment la sensation qu'il a changé, j'y crois. Et puis arrive au mois de décembre, l'année dernière, où là, il y a encore éclosion des violences. Et là, ça dure plus de 6 heures. Donc ça commence à 10h du matin. 10h du matin parce que j'ai osé.
j'ai osé demander de l'aide. C'est-à-dire que je m'apprêtais à faire le ménage et je lui demande gentiment si lui peut passer le balai, donc pendant que moi je fais la poussière, et voilà. Juste pour cette simple question, ça part dans une agressivité décuplée. Pendant 6 heures, vous êtes effectivement insulté, vous êtes projeté à travers les pièces, et puis vous recevez des coups de balai sur la tête, il vous saisit par les cheveux et il vous tape la tête au sol et vous tape la tête contre les murs. Et donc voilà, ça dure plus de 6 heures. Lana d'ailleurs à un moment donné appelle son papa pour lui dire bah, écoute maman, elle se fait taper, là ça va plus, il faut faire quelque chose. Et donc le papa décide d'appeler la police et elle vient me prévenir. Là le lendemain, je décide d'aller déposer plainte pour violence conjugale. Donc là, c'est une procédure longue, pénible, parce qu'il faut savoir que au moment du dépôt de plainte, bien évidemment, vous êtes déjà épuisé physiquement et moralement parce que vous venez de vivre, et puis vous êtes totalement isolé parce que ce genre de personne vous coupe à la fois de vos relations amicales et de vos relations familiales. Donc quand vous déposez plainte, vous êtes terriblement seul. Et pendant toute cette procédure, bien évidemment, rien n'est fait pour vous protéger réellement. C'est-à-dire que le temps de l'enquête, lui, il va à ses occupations habituelles, il n'est pas privé de sa liberté. Et moi, ça me change totalement mon mode de vie. Parce que pendant l'enquête, vous vivez en fonction des horaires de monsieur. C'est-à-dire que vous ne passez pas le pas de votre porte si vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il est sur son lieu de travail. Lui, il vous harcèle jour et nuit, parce que quand je le mets à la rue, bien évidemment, il n'a pas de logement. Donc, il vit dans sa voiture. Donc, qu'est-ce qu'il fait de ses nuits? Il vadrouille, il circule. Un soir à 5 heures du matin, il est là, aux abords immédiats de mon domicile, ce qui lui est formellement interdit. J'appelle, je compose le 17, Et là, vous savez ce qu'on me demande? On me demande en fait si j'ai fermé à clé ma porte. Alors oui. Et de là, on me dit, alors madame, éteignez les lumières et vous êtes en sécurité. Moi, une fois que j'ai éteint les lumières, c'est l'angoisse totale. Parce que je sais qu'il est là, que personne ne viendra à mon secours. Et donc, voilà, rien ne se fait. Je les appelle, on me sort des excuses diverses et variées. On me dit que je ne suis pas leur seul dossier. On me dit que les gilets jaunes leur prennent beaucoup de temps. Voilà, quand même des excuses un peu farfelues par moment. Et puis voilà, on me laisse vivre comme ça, ou survivre. Et donc le 12 mars, il est 8h30 du matin, je suis chez moi, je me lève, donc j'ai un simple peignoir. 5 minutes après que ma fille ait passé la porte, j'ai la porte qui s'ouvre dans l'autre sens. Et là, je me retrouve face à mon bourreau. Il me dit « tu es ma femme à vie ». Et là, ça bascule. Il m'allonge sur le ventre, sur le canapé. Il relève le peignoir et là, il y a agression sexuelle ce jour-là. Alors c'est compliqué d'aller porter plainte pour viol et de le dire, parce que quand vous arrivez à ce comptoir à l'accueil, il faut bien préciser la nature de votre venue au commissariat. Alors, je suis désolée, mais c'est pas comme ça qu'on accueille une femme qui vient déposer plainte pour viol. Ça reste une démarche hyper compliquée et se faire recevoir de cette manière-là, où on prend en fait des notes sur un petit bout de papier, c'est juste inhumain. Et voilà, miracle, il a fallu ce drame supplémentaire pour qu'enfin, au bout de 3 mois, on se dise « Ah oui, il est peut-être dangereux, le monsieur. » Effectivement, la dame, ça fait plusieurs fois qu'elle nous le dit, mais on n'a pas voulu entendre. Mais là, il y a viol quand même, donc on va se bouger. Parce que malheureusement, on le voit, ça se bouge quand il y a un drame supplémentaire. Alors moi, ça a été un viol. Malheureusement, il y en a d'autres, c'est des féminicides. Et on les ramènera jamais à la vie, ces dames-là. À partir du moment où, en plus, il est en état de récidive, multirécidiviste, toutes les lumières rouges auraient dû s'allumer quand j'ai déposé plainte. Mais non. Donc effectivement, voilà, il y a la procédure pour viol, et puis là, on procède enfin à son arrestation. Donc dès le lendemain. Donc pour les violences conjugales, lui, il prend 9 mois ferme. Donc 9 mois ferme pour avoir gâché pendant 5 ans la vie de 3 personnes. Et à peine 2 mois après, on l'autorise à demander la semi-liberté. Donc moi, on me demande mon avis. Alors la première chose que je dis à la dame, je dis pas de souci, moi je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Si vous êtes favorable à ça, je vous le dis de suite, réservez ma pierre tombale.
parce que moi je suis pas à l'abri. Et en fait, vous ne faites encore rien pour me protéger. Donc je ne suis pas étonnée de voir ces multirécidivistes, parce que beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont violents ou violentes recommencent. Ben, la réponse, elle est là. Elle est dans mon histoire. Et dans certainement d'autres histoires. Justice complice, État coupable. Justice complice, État coupable. Alors, une fois le procès qui a lieu, une fois que monsieur est incarcéré, je me retrouve face à un choix qui est le suivant. Est-ce que je reste avec cette étiquette de victime, vita aeternam, ou est-ce que je me sers de ce vécu pour mener un combat? Et mon âme de guerrière me dit, allez, tu vas faire ce choix-là. Alors comment ça commence ce choix-là ? Je vais en tout cas franchir une première étape, celle du témoignage à visage découvert. Aussi, je choisis de créer une page Facebook, donc Paroles de femmes, violence conjugale. Je croule en fait sur les commentaires, sur les demandes de contact via cette page Facebook, à des retours extrêmement positifs. Et là, je me dis, ouais, peut-être que je peux devenir le porte-parole des victimes. Parce qu'effectivement, j'ai ce vécu, j'ai peut-être, dans mon dossier, tout ce qu'il faut en tout cas pour travailler cette question-là. Solidarité avec les femmes du monde entier. Et de là va naître un projet associatif. Donc j'ai décidé de créer une association que j'ai appelée les Roses de l'Espoir. Je voulais véhiculer quand même des ondes positives. Parce que certes, ce qu'on a vécu, c'est pas simple. Mais quand on part de cette relation toxique, il y a un après. Et cet après-là, il peut être positif. Alors bien évidemment, moi ça m'a permis en tout cas de me reconstruire et aussi après de me poser des questions sur... alors ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais pour moi on n'est jamais à 100% victime. Parce que forcément, alors c'est de l'ordre de l'inconscient, mais il y a bien des choses qu'on a traînées. Enfin moi en tout cas c'est ce que je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai été aussi facilement manipulable ? S'il y a un message en tout cas à passer pour les victimes, c'est aller travailler aussi sur vous. Qu'est-ce qui vous a fait défaut dans votre parcours de vie, dans votre enfance, dans votre relation peut-être avec vos parents, avec votre entourage familial ? Parce que c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Si vous ne le travaillez pas, vous retournerez dans ces relations similaires, toxiques. Et finalement, moi j'aime bien être positive parce que je pense que c'est ma positivité aussi qui fait que j'avance et que je ne me laisse pas détruire par cette mauvaise période. Peut-être Satan, si demain je le croise, peut-être pas demain, mais peut-être que je le remercierai. Peut-être que je le remercierai parce qu'en fin de compte, je le dis maintenant, je crois que grâce à ce qu'il m'a fait vivre, aujourd'hui, je suis une meilleure version de moi-même. T'es heureuse, ça y est, tu l'as enfin trouvé, celui qui te fera danser, puis rire et puis chanter. Tes grands yeux globuleux te donnent un air stupide, tu peux pas trouver mieux, tout te paraît limpide.